Voilà, alors bienvenue ce soir à ce salon qui va nous amener dans une des pages de notre album photo. Donc si jamais on a sur le site des Salons du Four un petit emblème ici, que vous voyez, qui s'appelle Album, dans lequel vous avez 87 slides de la ville du Four. Et à chaque slide, vous avez pour en savoir plus, et donc on a, chaque fois qu'on a une conférence ou des recherches qu'on a fait, on les met là-dessus. Donc si jamais il y a des pans de la ville du Four qui vous intéressent, ben, allez là-dessus, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Alors, ce soir, il y a une page sur laquelle on n'était pas très au fait, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion trop de le faire, même si l'ancien directeur de la bibliothèque à Mise-en-Place, c'était le docteur Jörg Stüssy-Lauterbo, qui était membre de notre commission historique. Son successeur l'est aussi, comme l'office l'est aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose depuis. Jörg Stüssy était venu ici faire 2-3 présentations. Nous, on avait été à la bibliothèque à Mise-en-Place, quand même, la voir. Et puis, ce qu'on sait peu, c'est que, en fait, Dufour, à la suite du Sonderbund, a créé la Bibliothèque militaire fédérale en 1848. Et aujourd'hui, cette bibliothèque, c'est devenu la bibliothèque am Giesenplatz. Et on a aujourd'hui Sora Urfer, qui nous vient exprès de Berne, de nous présenter. Donc, elle est spécialiste en compétences informationnelles. Elle nous dira ce que ça veut dire. Parce que là, chez nous, à Genève, on ne sait pas encore ce que c'est. Et puis, elle va nous expliquer comment on a passé de cette bibliothèque militaire fédérale à la bibliothèque à Giesenplatz. Et puis, je lui passe tout de suite la parole. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup pour cette introduction et surtout pour cette invitation ici ce soir. Donc, l'accent, c'est parce qu'en fait, je suis jurassienne. Du coup, c'est un peu un autre accent déjà. Donc, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir ici pour vous parler justement de la bibliothèque am Giesenplatz, donc institution pour laquelle je travaille, ancienne bibliothèque militaire fédérale, et de son lien tout particulier avec le général Guillaume-Henri Dufour, que nous célébrons tout particulièrement cette année. Donc déjà peut-être je me présente brièvement. Donc je travaille à la bibliothèque am Giesenplatz dans l'équipe information et documentation, c'est-à-dire en fait c'est l'équipe qui est responsable de créer le fond de la bibliothèque, donc qui choisit les ouvrages pour la bibliothèque. Nous avons également un service de recherche, des recherches historiques, c'est aussi cette équipe qui s'occupe de ces recherches, ou encore de nos collections spéciales, donc des collections précieuses avec des objets, des documents historiques. C'est également cette équipe qui s'en occupe. Donc la BIG, la bibliothèque am Giesenplatz, est aujourd'hui la bibliothèque principale de l'administration fédérale et de l'armée, et elle a également un rôle public, donc c'est une bibliothèque ouverte. Je me tiens devant vous ce soir avec un plaisir particulier, également parce que Dufour a joué un rôle dans mon parcours professionnel personnel, car j'ai, avant de travailler à la bibliothèque am Giesenplatz, travaillé à l'Office fédéral de topographie Suisse Topo, donc aux archives historiques de Suisse Topo. Et donc, quand on nous a demandé de venir parler du lien entre la BIG et le général Dufour, on a pris le temps de réfléchir à la meilleure façon de lui rendre justice, car il a eu une importance, comme vous le savez, non seulement pour la bibliothèque am Giesenplatz, mais pour de nombreuses institutions de l'administration fédérale. Et donc, nous avons choisi de vous offrir, dans la mesure du possible, un aperçu clair et complet de l'évolution de l'histoire de cette bibliothèque et de son rôle aujourd'hui. Donc, comme nous allons le voir, l'importance croissante que va prendre cette bibliothèque au cours de l'histoire jusqu'à aujourd'hui suffit à elle seule à illustrer le rôle essentiel que le général Dufour et sa vision ont eu dans la création de nos institutions. Je vous remercie donc encore une fois d'être parmi nous ce soir et de m'avoir invité, de nous avoir invités, et je vous invite donc à plonger avec moi dans cette présentation d'environ 1 heure que nous avons structurée comme ça. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer un clip vidéo qui présente la bibliothèque am Giesenplatz aujourd'hui et ses fonctions, son bâtiment, afin que vous ayez une idée.
Puis ensemble, nous regarderons ensuite l'évolution de la bibliothèque depuis sa création en 1848 sous l'influence de Dufour, son rôle ensuite à partir de 1864 en tant que bibliothèque militaire fédérale et donc son histoire à travers les différents événements historiques jusqu'à sa transformation en bibliothèque am Giesemplatz, BIG, en 2007. Et j'aimerais ensuite encore donc vous parler de la BIG aujourd'hui, ses services, ses collections, etc. Et à la fin, je vous présenterai encore les collections, surtout les collections spéciales de la bibliothèque qui sont directement liées à son histoire militaire. Donc, on peut commencer par le clip. C'est un clip qui a été réalisé en 2018 et qui est doublé en français. Nous sommes à la BIG, la bibliothèque am Giesemplatz à Berne. Il s'agit de la bibliothèque principale de l'administration fédérale suisse. La BIG offre à ses clients bien plus que les services d'une bibliothèque classique. Elle est à disposition de tous les employés de l'administration fédérale, des militaires et du public. Le service d'accueil est le premier interlocuteur des utilisateurs. Monsieur Müller, un employé de l'administration fédérale, vient d'appeler et demande de l'aide pour effectuer une recherche urgente. Ja, da verbinde ich euch gerne mit unserem Rechercheteam. Kleinen Augenblick. Danke Ihnen noch. Auf Wiederhören. La BIG aide ses utilisateurs à effectuer leurs recherches sur presque tous les sujets. Une fois la demande de M. Müller saisie, le mandat est attribué à un collaborateur qui commence par se faire une idée du sujet en procédant à des recherches sur Internet. Il procède ensuite à des recherches dans le catalogue en ligne Alexandria. Quelle est la littérature disponible sur le sujet? Trouve-t-on des documents dans les collections? Et éventuellement les coordonnées de spécialistes du sujet. Des places de travail sont disponibles gratuitement pour les utilisateurs de la BIG. Naturellement, on peut travailler avec tous les livres qui sont en libre accès, mais aussi avec les livres en magasin. Les documents précieux sur le plan historique, qui proviennent de collections spéciales et ne peuvent être empruntés, peuvent être consultés sur place. Le magasin se trouve en sous-sol. C'est ici que sont entreposés plus de 650 000 livres et documents. D'une lettre de Charles le Téméraire aux archives de Walter Rütischhauser, photographe au Palais fédéral, sans oublier la vaste collection Corée. Presque tous les ouvrages peuvent être commandés et empruntés sur place ou en consultant le catalogue en ligne. Une fois les livres commandés et sortis du magasin, le client peut venir les chercher sur place. Sur demande, ils peuvent aussi lui être livrés par courrier postal. De nouveaux livres et d'autres types de médias sont régulièrement acquis et mis à disposition en ligne. En tant que bibliothèque principale de l'administration fédérale, la BIG gère aussi la commande d'exemplaires de service. Ainsi, les collaborateurs peuvent y commander tous les livres dont ils ont besoin pour leur travail. Par ailleurs, tout un chacun peut s'inscrire sur des listes de circulation pour obtenir directement de la BIG des magazines ou l'accès en ligne de son choix. Les collections du domaine public et les publications de l'administration fédérale sont numérisées et téléchargées sur la plateforme Alexandria. Toutes les personnes intéressées peuvent alors en disposer et les télécharger librement. La BIG dispose d'un petit espace d'exposition sur divers sujets où sont présentés des exemplaires provenant des collections spéciales. Par ailleurs, la bibliothèque dispose également d'une salle de séance et d'une salle de conférence.
Le processus d'aide à la recherche est arrivé à son terme et M. Müller vient de recevoir un courriel contenant toutes les informations utiles. Les résultats de la recherche y sont répertoriés, ainsi que tous les documents pertinents, ressources en ligne, bibliographie et documentation. Quant aux livres, ils sont aussi expédiés sur le champ. Et voilà, c'est ainsi que nous terminons notre visite de la BIG. Venez jeter un œil sur place ou en ligne. Donc voilà un petit clip d'introduction pour vous donner une idée de qu'est-ce que la BIG, la bibliothèque, a mis en place aujourd'hui et quelles sont nos fonctions. Mais évidemment, c'est l'histoire de la bibliothèque qui est aussi passionnante et qui est directement liée à l'homme à l'honneur ici ce soir. L'histoire de cette bibliothèque remonte donc jusqu'en 1848. La première bibliothèque militaire fédérale, donc institution qui a précédé la BIG, a été fondée en 1848 à l'initiative du général Dufour. Elle a été créée donc dans les toutes premières années de l'administration fédérale en tant que simple bibliothèque du chef du département militaire. Donc c'est la bibliothèque du chef du département militaire Ulrich Oxenbein et de ses proches collaborateurs donc à l'époque. Elle avait encore officiellement évidemment pas le nom de bibliothèque militaire fédérale. Et c'est à l'époque le Conseil fédéral qui exerce un contrôle direct sur le contenu de cette bibliothèque, qui choisit les ouvrages. Et l'emplacement exact n'est pas connu, le palais fédéral de Berne n'est pas construit à l'époque. Donc les premières places de travail sont mises à disposition par la ville de Berne et vraisemblablement aussi installées par elle pour donc des bureaux pour les premiers conseillers fédéraux, ainsi qu'une équipe encore très modeste en charge de l'administration. Et donc, en 1848, la réforme du système militaire figure à tous les niveaux et sous l'influence de Dufour, de nombreuses choses ont été créées qui ont encore aujourd'hui un impact sur nos vies, comme par exemple cette bibliothèque. La future bibliothèque militaire fédérale à proprement parler est évoquée pour la première fois en 1861 dans une lettre, dont vous voyez une transcription ici, bon c'est beaucoup trop petit, mais de toute façon je vais vous dire ce qu'elle contient. Donc c'est une lettre qui est adressée au Conseil fédéral suisse par le chef du département militaire fédéral, qui est à l'époque le conseiller fédéral Jakob Stempfli, et il demande donc l'autorisation au Conseil fédéral d'extraire de la bibliothèque de son département, donc comme on a vu qu'il n'est qu'une petite bibliothèque de bureau, les ouvrages qui sont purement militaires et techniques pour les intégrer à la bibliothèque de l'école centrale de Thun. De faire imprimer un catalogue également de ces deux bibliothèques et d'élaborer le premier règlement d'utilisation afin que les bibliothèques soient accessibles aux officiers de l'état-major. Et sa demande est acceptée 3 jours plus tard, mais l'histoire continue, donc ce n'est pas encore officiellement la création de la bibliothèque. Il faudra attendre encore l'intervention et l'appui de plusieurs personnalités pour que cette institution voie le jour, notamment donc Constant Fornereau, le successeur de Stempfli, Hans Wiesland, l'adjoint du département, et Hermann Siegfried, chef du bureau d'état-major fédéral. Et en janvier 1864, Hermann Siegfried va soumettre lui aussi une demande au Conseil fédéral pour transférer cette fois 14 volumes militaires de la Bibliothèque fédérale parlementaire et centrale à celle du département militaire fédéral. Et cette demande a été approuvée le 10 février 1864 et marque la création de la BMF, la Bibliothèque militaire fédérale. Donc à la Confédération, on aime bien les abréviations, comme je pense que vous savez. Siegfried ne va pas s'arrêter là, donc il élabore un projet de règlement qui est destiné à structurer le fonctionnement de cette nouvelle bibliothèque, qui est également approuvé par le Conseil fédéral en mai 1864, et vous voyez ici la transcription de ce règlement, qui prévoyait l'accès donc prioritaire aux officiers de l'état-major, tout en permettant l'accès à d'autres officiers sous certaines conditions. Et pour faciliter son utilisation, un catalogue des collections est également imprimé
et diffusée dans les 6 mois suivant l'approbation du règlement, donc afin de faire connaître le contenu de la bibliothèque aux officiers. Et c'est ces initiatives qui vont poser les bases de ce qui allait devenir une institution clé pour le département militaire fédéral et pour le reste de la Suisse plus tard. La bibliothèque militaire fédérale reçut cependant une véritable reconnaissance institutionnelle avec l'entrée en vigueur en novembre 1865 de la loi fédérale concernant la création d'un bureau de l'état-major fédéral. Et donc elle allait poser les bases légales pour la BMF en stipulant la création du bureau rattaché à l'administration du département militaire fédéral. Et donc ce bureau avait pour mission principale de conserver, classer et compléter les archives militaires fédérales tout en fournissant aux officiers des ressources pour étudier la topographie militaire et les moyens de défense nationale. Et les tâches du chef du bureau sont précisées dans une instruction émise en décembre 1865. Ce dernier était chargé notamment de gérer les collections de la bibliothèque, de proposer des acquisitions et de veiller à ce que la bibliothèque soit utilisée conformément au règlement. Et c'est Siegfried qui fut nommé premier chef le 1er janvier 1866. Et donc, en juin déjà 1865, la BMF, la Bibliothèque militaire fédérale, et le bureau topographique sont installés à la Ulmenweg 6 à Berne, formant ainsi les premiers éléments du bureau d'état-major. Et Siegfried et ses collaborateurs ont travaillé à cet endroit de 1865 à 1867. On est ici donc au tout début de l'histoire d'une institution qui est portée par la vision du général Dufour, qui encouragea la collecte systématique de documents militaires pour fournir aux officiers suisses des ressources essentielles sur la guerre, son histoire, les techniques d'armement ou les organisations des armées. Au début de son histoire, donc malgré une importance stratégique, la bibliothèque militaire dû faire face à des défis financiers. Donc son budget annuel était très limité, ce qui compliquait évidemment l'acquisition régulière d'ouvrages. Mais on va voir que grâce à l'ingéniosité et aux efforts des responsables qui vont se succéder à la tête de cette institution, les collections vont très rapidement s'enrichir également de collections précieuses. En juin 1865, par exemple, sur la demande de Siegfried, la bibliothèque privée du colonel Wiesland a été rachetée pour 5 000 francs, par exemple, et va permettre d'ajouter déjà 800 ouvrages aux collections existantes de la BMF. Et d'autres acquisitions vont avoir lieu, notamment de fonds privés d'anciens officiers décédés ou encore de dons d'ouvrages provenant directement des auteurs ou de successions également. Mais à cette époque, donc, chaque achat nécessite toujours l'approbation du chef du département militaire ou du conseil fédéral. Ces efforts portent rapidement leurs fruits. En effet, en 1870, la BMF compte déjà 3900 volumes, puis atteignit 4200 volumes en 1871 et 400 ouvrages supplémentaires sont achetés jusqu'en 1880. Donc bien que son développement est lent et soumis à des contraintes budgétaires et administratives, il témoigne d'une volonté constante d'enrichir les ressources documentaires mises à disposition des officiers suisses. Et donc, pour inciter les officiers à utiliser davantage cette bibliothèque, pour la faire connaître, un catalogue fut réimprimé en 1871 dans un contexte marqué par la guerre franco-allemande. Mais déjà à cette époque, la BMF rencontrait aussi des problèmes de gestion. Par exemple, pour les périodiques, donc les publications étaient mises en circulation auprès des officiers afin qu'ils puissent les lire, mais le retour était souvent chaotique, certains périodiques se perdaient ou revenaient en très mauvais état, et les années incomplètes étaient inutilisables pour les archives militaires. Donc face à ces difficultés, la circulation fut suspendue définitivement.
Donc ces défis illustrent bien les efforts constants pour adapter les pratiques administratives et maximiser l'utilisation de ces ressources dans un contexte qui est à l'époque encore très limité. En 1880, la bibliothèque est transférée dans la caserne de l'ancienne cavalerie et occupe 2 pièces, donc une salle de livres, une bibliothèque et une salle de conférence. La même année, le catalogue général est réimprimé, des suppléments sont publiés, donc à chaque fois pour rendre la bibliothèque plus connue auprès des officiers. Et en 1889, un nouveau règlement est émis, ouvrant cette fois la BMF à tous les officiers de l'armée suisse, ainsi qu'aux étudiants et aux fonctionnaires sur recommandation d'un officier. Donc ça marque vraiment un moment important pour cette bibliothèque. Et le nombre de lecteurs va donc passer de 463 en 1889 à plus de 1450 en 1893. Et la bibliothèque contient alors plus de 12 500 volumes. En 1892, la BMF emménage dans les locaux de l'aile Est du Palais fédéral qui est nouvellement construite. Vous voyez ici une vue de 1888 du Palais fédéral en chantier. Elle va y rester 113 ans, avec quelques petits déménagements, comme on va le voir, mais de très courte durée. Elle y bénéficie évidemment de la proximité des autres services militaires, étant donné que la quasi-totalité de l'administration du département militaire est installée dans ce bâtiment à cette période. Entre 1893 et 1913, la Bibliothèque militaire fédérale a connu une période de modernisation et d'expansion significative. Donc, entre 1866 et 1914, plusieurs chefs successifs contribuèrent activement à son développement, comme on l'a vu Hermann Siegfried, mais encore plein d'autres. Et parmi eux, Rudolf von Sinner joua un rôle particulièrement important en enrichissant les collections grâce à l'acquisition de collections précieuses, notamment la collection Schauenburg, qui est une collection composée de cartes militaires bernoises des XVIIe et XVIIIe siècles. En 1893, la bibliothèque a commencé à recevoir les publications officielles des unités administratives et 1 an plus tard, un nouveau catalogue a été mis en place, suivi d'un règlement à nouveau modifié. Au cours des années suivantes, donc notamment en 1900 et 1906, des ajouts réguliers ont été effectués au catalogue, reflétant l'importance croissante de la bibliothèque dans le contexte de l'uniformisation de la défense. En 1907, la publication des nouvelles acquisitions de la BMF dans les revues militaires a entraîné une forte augmentation de l'utilisation, donc passant de 1364 volumes prêtés en 1905 à 4650 en 1913. Ici, vous voyez également un extrait de ce catalogue avec à chaque fois les prix des suppléments. Et ici, à gauche, vous avez un extrait de la revue militaire suisse, par général de 1907, dans laquelle donc les nouvelles acquisitions de la BMF étaient publiées ici en bas. Donc une nouveauté qui a permis d'intéresser beaucoup plus de gens pour la bibliothèque. Et à droite, vous voyez les statistiques d'utilisation avec le nombre de volumes empruntés qui a largement augmenté jusqu'en 1914, où on a une chute de l'utilisation de la bibliothèque qui s'explique en fait par sa fermeture temporaire à cause du contexte politique. Au début de l'année 1912, on a tenu compte de l'importance croissante de la bibliothèque en la rattachant à la première section de la division de l'état-major général du département militaire fédéral et en engageant le premier bibliothécaire à titre permanent. Et l'homme choisi est l'homme que vous voyez ici, donc Hans-Georg Wirtz de Zurich, qui est nommé à ce poste en 1914. Et ce choix allait être décisif, notamment pour l'histoire de la bibliothèque pendant la Première Guerre mondiale. En effet, elle a connu des bouleversements significatifs,
durant cette période qui est marquée notamment par sa fermeture temporaire, sa réorganisation et son rôle accru en temps de crise. En août 1914, la BMF ferme ses portes. Hans-Georg Wirtz est mobilisé à l'état-major de l'armée et il met en place une petite bibliothèque manuelle pour répondre aux besoins immédiats de l'état-major. Mais malgré cette fermeture, on va voir que les demandes de littérature vont augmenter, soulignant l'importance d'une défense nationale également intellectuelle. Et après plusieurs démarches, la bibliothèque rouvre en novembre 1914, avec donc le soutien aussi du général Villet, qui encourage les officiers à utiliser leur ouvrage pour leur formation intellectuelle. Cette réouverture en 1914 va marquer un tournant important. Le service de prêt reprend et un troisième catalogue est également achevé qui inclut cette fois des articles militaires issus de revues. Donc c'est listé également au niveau des revues et plus seulement au niveau des titres des revues, mais il y a également les titres des articles. En 1915, la BMF élargit ses collections pour inclure également les dernières publications sur la guerre, ce qui augmente évidemment significativement les dépenses. Une bibliothèque dédiée aux soldats est également créée spécialement en 1915 pour fournir des ouvrages aux unités militaires et c'est Wirtz qui coordonne cette initiative avec divers groupes engagés pour les soldats. Donc avant et pendant la guerre, la BMF est rattachée à la première section du détachement de l'état-major général chargé du personnel et des sciences de la guerre. Et la guerre stimule évidemment un flux constant de publications militaires provenant à la fois des belligérants et des neutres, et ces acquisitions vont enrichir considérablement les collections de la BMF à cette période. Et c'est également cette période qui voit le développement d'un catalogue systématique sur fiche qui se développe à partir de 1916. Donc je vais vous montrer de quoi je parle. Vous voyez ici une image de ce catalogue. Ici au début des années 2000, donc il a été utilisé environ jusqu'à l'année 2000, au début des années 2000. Il est ici dans son contexte au Palais fédéral. Et il est encore aujourd'hui toujours gardé à la bibliothèque am Giesenplatz au titre de bien culturel. Et donc malgré les défis de la guerre, la bibliothèque s'est adaptée à renforcer son rôle dans l'éducation intellectuelle militaire suisse et a prouvé donc son utilité également en période de crise. En 1919, la bibliothèque en pleine croissance et à l'étroit dans les bureaux du Palais fédéral où disons que les bureaux étaient l'objet d'une âpre lutte à cette période, a été transférée au numéro 11 du Bierhübelweg, donc un immeuble récemment libéré par une ambassade. Et vous voyez ici l'emplacement de la bibliothèque à cette période sur la carte de 1917. Mais ce déménagement s'avère être une erreur, un échec, car il s'agit d'un bâtiment extrêmement vétuste. Et la BMF va rapidement réintégrer le palais fédéral. En mai 1921, la BMF quitte les locaux du Bierhübeli et elle réintègre le palais fédéral. Le déménagement dure déjà quand même un mois, car la bibliothèque compte à cette époque déjà 50 000 volumes. Et elle intègre de nouveaux bureaux au 3e étage, qui ont cette fois plus de place avec une salle de lecture, une salle de prêt et même un bureau pour le bibliothécaire et des salles pour ranger les ouvrages des magasins. La période de l'entre-deux-guerres est marquée par une forte croissance de la bibliothèque. En 1921, la collection donc atteint, comme on a vu, 50 000 volumes. Cependant, les premiers chefs, donc comme on a vu Wirtz jusqu'en 1921, puis à partir de 1921, Paul de Vallière, vont rencontrer des difficultés face à une bureaucratie fédérale de plus en plus compliquée et de plus en plus exigeante. Donc après Paul de Vallière, Otto Boxler va assurer la direction pendant 2 ans avec le juriste Fritz Held, jusqu'à ce que celui-ci reprenne la responsabilité seul de 1925 à 1930. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, suivra Rudolf von Fischer jusqu'en 1937.
Et au début des années 30, un nouveau profil de compétences a été établi pour le directeur de la BMF. Donc il faut à cette période déjà une formation universitaire complète, une formation technique de bibliothèque et également une expérience en bibliothèque, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Et Rudolf von Fischer est le premier qui correspondait à ce profil de compétences. En effet, avant de prendre ses fonctions, il avait travaillé pendant 2 ans à la bibliothèque municipale et universitaire de Berne. En 1931, la BMF traverse également une crise institutionnelle majeure lorsque la Bibliothèque nationale tente de s'en approprier le contrôle. Donc ce conflit dure plusieurs années avant de se conclure par un échec définitif en 1936. Mais malgré ces défis, la demande de documents continue d'accroître, atteignant 6000 prêts par an en 1933, pour une collection qui va alors dépasser les 60 000 titres. En 1936, des directives sont établies pour organiser la gestion des collections de la bibliothèque en cas de guerre. Les fonds sont divisés en 3 catégories, donc on a les collections historiques et culturelles qui doivent être évacuées, la documentation de base conservée en lieu sûr et les ouvrages actuels qui doivent accompagner la section de renseignement sous forme de bibliothèque mobile. Cette organisation devient essentielle pour le service central de renseignement qui compile des informations stratégiques sur la tactique et l'organisation militaire. Fritz de Kervin devient le directeur de la BMF en 1937 et il va jouer un rôle clé pendant cette période. Vous voyez ici, vous le voyez sur la photo à droite, avec le conseiller fédéral. Lors de la mobilisation de 1939, les ouvrages précieux tels que la collection Schauenburg, dont je vous ai parlé, donc une collection de cartes militaires bernoises, sont placés dans les archives de l'État de Berne pour les protéger des attaques aériennes. Et cette collection se trouve en fait toujours aux archives de l'État aujourd'hui. À partir de 1941, à partir de janvier 1941, Fritz de Kervin étudie les campagnes militaires au sein d'un groupe de travail spécial au Palais fédéral pour en tirer des renseignements stratégiques utiles à la Suisse. Il fut ainsi créé ce qui deviendra plus tard le service de recherche et qui existe encore aujourd'hui. La BMF met également en place des bibliothèques de consultation comme celle inaugurée au fort de Reuenthal en mai 1939. Une bibliothèque manuelle pour la section de renseignement est également installée dans une imprimerie à Langnau, puis transférée à Worb en 1940, offrant un accès à plus de 5000 volumes sur place et plusieurs revues militaires. Et les horaires d'ouverture sont également adaptés à la situation particulière due à la guerre. Et la bibliothèque est ouverte très tard le soir. Sur l'image, vous voyez ici les ouvrages de la bibliothèque en libre accès de l'état-major de l'armée. Donc une bibliothèque constituée à partir des fonds de la BMF pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle joue un rôle clé à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'éducation militaire, mais aussi le renseignement et la documentation. Et pendant cette période, à nouveau, le nombre de prêts explose, atteignant 10 000 par an, obligeant la BMF à expédier quotidiennement entre 20 et 30 paquets de livres. Et donc, elle passe à cette période vraiment à un niveau professionnel, grâce à la vision et à la compétence notamment de Fritz de Kervin, qui dirige l'institution jusqu'en 1969. C'est aussi à cette période que la bibliothèque devient vraiment une référence internationale concernant les ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, la bibliothèque ne subit pas de restrictions budgétaires importantes. Sous la direction de Fritz de Kervin jusqu'en 1969, elle va prospérer. Donc il encourage également l'intérêt pour les livres et la documentation chez les officiers en visitant lui-même les écoles d'officiers.
Et en 1969, Daniel Reichel va succéder à De Kervin. Il dynamise lui aussi l'institution, attire de nombreux militaires et mène lui personnellement des recherches historiques. C'est dans les années 75-80 qu'on voit le début de l'informatisation du système de documentation de la BMF. Et en 1984, le nouveau chef, Jörg Stüssy-Lauterburg, prend ses fonctions et Daniel Koller, notre directeur actuel, lui succédera à partir de 2016. C'est également à cette période que des dons importants enrichissent les collections, comme la fameuse collection d'autographes Eberlein, acquise en 1995. Vous en avez entendu parler dans le clip d'introduction, car le document que nous avons de Charles le Téméraire provient de cette collection. C'est aussi en 1995 que de nouveaux locaux sont inaugurés au Palais fédéral Est. Et à cette période, donc, la bibliothèque compte déjà 300 000 volumes et 30 000 lecteurs enregistrés. Je vous ai mis quelques photos des anciens locaux au Palais fédéral Est, avec donc, le système de rayonnage en compactus pour le magasin, et à droite, les nouvelles acquisitions qui étaient exposées dans les couloirs. Et également ici l'entrée du magasin à gauche et le guichet d'accueil de la bibliothèque. Donc pour vous donner une idée des locaux à cette période déjà très moderne. Et ici également l'intérieur du magasin où sont stockés en fait la plupart des 300 000 volumes de la bibliothèque à cette période. La prochaine étape décisive pour cette bibliothèque sera son déménagement dans ses locaux actuels en 2005. Donc elle est obligée de céder ses locaux au service du Parlement et elle quitte donc le Palais fédéral. Mais elle trouve son nouveau domicile à la Giesenplatz, dans un ancien arsenal fédéral datant de 1893 et entièrement rénové pour cette nouvelle affectation. Donc vous voyez ici une photo à l'écran du bâtiment avant sa rénovation. Peut-être quelques mots rapidement sur ce bâtiment. Donc avant, dans les années 1870, la Confédération ne dispose pas encore de son propre arsenal à Berne. Le matériel de guerre était alors entreposé dans les bâtiments cantonaux, situés en fait juste derrière ce bâtiment, la future bibliothèque. Et à partir de la fin du 19e, donc le rôle de la Confédération dans les affaires militaires prend de l'ampleur. Et c'est dans ce contexte que cet arsenal fédéral est construit à Berne. Il devait se démarquer de ses bâtiments voisins par son style architectural, donc conçu dans un style néo-renaissance qui visait à refléter l'ouverture et la modernité du jeune État et aussi lui donner une apparence moins austère que les constructions environnantes. Vous voyez ici une autre photo de la façade sud du bâtiment. Donc il était en fait doté de 2 étages, mais une 3e rangée de fenêtres lui donnait plus d'importance et l'illusion d'avoir en fait 3 étages. Donc là vous voyez toutes les portes de garage qui étaient en fait à sa construction des simples portes pour laisser entrer directement les charrettes dans le bâtiment avec le matériel de guerre et qui ont été transformées aujourd'hui dans le bâtiment par des simples baies vitrées. Avant sa transformation, le bâtiment présentait un aménagement très modeste et rudimentaire. Il n'était pas chauffé et il a fallu donc entièrement le modifier. Et les travaux commencent. Vous voyez ici une image aérienne avec à l'arrière les bâtiments cantonaux dont je vous ai parlé avant. Donc il a fallu entièrement repenser les espaces, car une bibliothèque du XXIe siècle a besoin de certains éléments, comme par exemple un magasin extrêmement spacieux, avec un système d'antivol et anti-incendie, un très grand local pour le prêt, un espace de livres en libre accès également, mais aussi une salle de lecture, évidemment des bureaux pour le personnel. Vous voyez ici une partie des travaux, notamment le creusement et la construction d'un des 2 magasins de la bibliothèque. Et donc plusieurs aménagements ont été également nécessaires à l'étage pour accueillir les nouveaux locaux de la bibliothèque, ici notamment
les étagères pour les livres, ainsi que les places de travail des futurs collaborateurs. Et le bâtiment est inauguré le 19 décembre 2005 par le président de la Confédération, Samuel Schmidt. Et au début 2006, la bibliothèque du centre de l'administration du département fédéral de la Défense, de la protection de la population et des sports est également rattachée à la BMF. Et la BMF compte alors 300 000 livres, 1000 périodiques et 9000 portraits digitalisés, ainsi que quelques importantes collections spéciales. Elle est alors à cette période ouverte gratuitement pour tous les membres de l'armée, ainsi que pour toute autre personne intéressée, donc des élèves, des étudiants, des personnes privées, etc. Donc c'est à l'époque une bibliothèque publique déjà. Et elle informe majoritairement sur la guerre, la paix, la protection civile, etc. Elle a également à cette période le rôle de centre de documentation pour le DDPS et centre de compétences en information spécialisée. Et le prochain grand événement qui concerne notre bibliothèque est la réforme administrative de 2006 qui va la transformer officiellement en bibliothèque am Giesemplatz. En 2006, le Conseil fédéral initie un vaste programme de réforme de l'administration fédérale qui vise à optimiser son fonctionnement et réduire drastiquement les coûts. Donc, elle est structurée autour de différents projets, dont un des projets, le projet transversal 8, vise à concentrer en une seule institution les 44 bibliothèques de l'administration fédérale sur le site de Berne. Le Conseil fédéral souhaite également que cette bibliothèque résultante soit capable de répondre aux défis futurs grâce à des services qui seraient améliorés pour le public et également des outils informatiques modernisés. Et donc, les plus de 44 bibliothèques et centres de documentation de l'administration fédérale vont être supprimés et regroupés au sein d'une seule institution qui devient la bibliothèque am Giesemplatz. La bibliothèque militaire fédérale devient donc officiellement en 2007 la bibliothèque am Giesemplatz BIG, la bibliothèque principale de l'administration fédérale et de l'armée. Y furent alors intégrés de très nombreux livres provenant de l'administration fédérale, donc c'est un travail qui a duré très longtemps afin d'intégrer tous les documents de ces autres bibliothèques. Après ce regroupement avec ces institutions, la BIG a donc un nouveau rôle et dès lors qu'elle ne sert plus exclusivement à des fins militaires, mais qu'elle est aussi spécialisée dans d'autres domaines, comme par exemple le transport ou les énergies, les responsables ont décidé de lui donner un nouveau nom, donc Bibliothèque am Giesemplatz, mais qui reflète toujours cependant son histoire et son passé militaire. Et depuis le 1er janvier 2009, elle revêt, par décision exécutoire, une fonction dirigeante de coordination au sein de l'administration fédérale. Et donc tout cela va évidemment changer drastiquement le rôle de la bibliothèque que je vous ai résumé ici. Donc elle est régie par l'ordonnance du Conseil fédéral sur la bibliothèque am Giesemplatz 2013. Comme on a vu, elle a la bibliothèque centrale de l'administration fédérale et de l'armée. Elle coordonne également les autres bibliothèques de l'administration fédérale à travers le réseau qui s'appelle le réseau Alexandria. Elle est donc responsable de l'approvisionnement en informations de l'administration fédérale et de l'armée. Elle collecte également des informations spécialisées pour et par l'administration fédérale et l'armée. Et elle est également le lieu de stockage centrale des publications officielles de tous les départements et elle assure la coopération dans le domaine de la sécurisation et de la mise à disposition d'informations et de documentation. Et elle est en plus le centre d'information et de documentation centrale de l'administration fédérale et de l'armée. Donc, il s'agit à partir de là d'une institution de droit public rattachée à la Confédération qui est sous l'autorité du secrétariat général du DDPS.
Sa clientèle principale se compose actuellement surtout des employés de la Confédération ainsi que des militaires qui utilisent ces services à des fins professionnelles et administratives. Mais en parallèle, il s'agit encore et toujours d'une bibliothèque publique qui propose donc ces services à des particuliers, donc des étudiants, des chercheurs, des représentants des médias, etc. Elle compte aujourd'hui environ 30 employés, auxquels s'ajoutent 2 apprentis donc en information, documentation, en formation. Et donc cette équipe assure le fonctionnement, le service à la clientèle et le développement des activités de cette institution. Les collections de la bibliothèque à Mise-en-Place comprennent aujourd'hui 680 000 livres et 9 000 titres de périodiques sur papier. Mais elle compte évidemment de plus en plus de ressources électroniques également. Et les fonds ne comprennent pas seulement des livres, des revues et des journaux, mais également des règlements, des atlas, des cartes, des plans, des publications officielles, des photographies, des cartes postales ou encore des autographes. Et une grande partie des collections sont stockées dans les 2 magasins souterrains dont vous voyez ici une photo à l'écran. La plupart des documents de notre collection peuvent être empruntés gratuitement. Toutes les réservations et emprunts se font via le portail de recherche des bibliothèques et centres de documentation de l'administration fédérale et de l'armée qui s'appelle Alexandria. Donc il est possible à tout le monde de créer un compte et d'emprunter gratuitement ces documents. La bibliothèque à Mise-en-Place, donc héritière de la BMF, a élargi son champ d'action depuis 2007, passant d'une spécialisation en histoire militaire à une couverture réellement multidisciplinaire, donc à cause de cette centralisation, ce qui se reflète aujourd'hui dans son profil d'acquisition. Donc vous voyez ici une partie des domaines de son profil d'acquisition. Donc ce profil d'acquisition va aussi évoluer au fil du temps selon les besoins du personnel de l'administration fédérale évidemment. Mais en plus de fournir de la littérature, la bibliothèque offre de nombreux autres services, autant au personnel de l'administration fédérale qu'au grand public. Donc comme déjà à l'époque de la bibliothèque militaire, on a ce qui s'appelle un service de demande de documentation, un service de recherche. Donc la BIG assiste ses usagers et usagères en répondant à leurs demandes de documentation. C'est également un service qui est ouvert au public et qui est gratuit pour toute la clientèle. Donc tout le monde peut soumettre une demande à travers notre site web ou par mail. Et à cause de son histoire qui débute au tout début de l'histoire du département militaire, comme on l'a vu, la BIG possède de très riches collections liées à l'histoire militaire, comme par exemple un fonds exceptionnel de publications militaires officielles. Vous trouvez notamment des répertoires des officiers fédéraux et cantonaux, un recueil officiel d'actes législatifs et de règlements militaires, les effectifs de l'armée et bien d'autres documents qui sont en très grande partie digitalisés et disponibles en ligne, donc ce qui est très pratique pour faire des recherches directement dans, par exemple, les répertoires des officiers. Comme nous l'avons vu rapidement dans le clip d'introduction, la bibliothèque est également responsable de plusieurs collections patrimoniales, donc des collections précieuses qui ont été acquises au fil des années par la Bibliothèque militaire fédérale et aussi par la BIG et qui sont gardées dans la salle des collections spéciales qui s'appelle la salle du four. Il s'agit par exemple donc de la collection de Georg Eberlein, donc une collection d'un collectionneur, un grand industriel saint-gallois qui a collectionné tout au long de sa vie des documents qui ont été rédigés ou signés par des personnalités connues, comme par exemple Charles le Téméraire, Albert Einstein ou encore Neil Armstrong, et qui datent de 1471 à 1983. Et donc ces 1400 documents de cette collection sont à la BIG depuis 1995 et celle-là l'a rendue entièrement accessible, donc elle est entièrement digitalisée et vous pouvez donc rechercher dans cette collection. Mais il y a aussi donc des collections de cartes postales militaires
Peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser, les aquarelles d'Albert von Escher, qui représentent les uniformes des troupes cantonales et nationales du XVIIe au XIXe siècle. Donc vous voyez ici un extrait du livret sur les milices genevoises en 1846-47. Donc chaque livret de cette collection a également été entièrement digitalisé et est disponible en ligne pour tout le monde. Il s'agit d'une source très précieuse donc, pour l'histoire des uniformes. La BIG gère également la collection Würstenberger Finzler, donc il y a une collection qui remonte à Johann von Würstenberger et Johann Conrad Finzler, qui ont fait avancer la mensuration nationale de la Suisse au début du 19e, et leurs descendants ont enrichi leur collection privée de cartes jusqu'au XXe siècle. Et en 2011, la BIG a acquis entre 200 et 300 cartes, ainsi qu'une importante collection de livres. Et cette collection contient notamment la grande carte du cartographe néerlandais Frédéric de Witt, qui a été réalisée en 1660, et elle est également digitalisée et disponible en ligne, donc c'est très intéressant. Vous pouvez vraiment zoomer jusque dans les détails les plus petits de cette carte. Mais c'est seulement quelques exemples. La BIG s'occupe d'autres collections, comme par exemple la collection de portraits Rutishauser, qui contient près de 6000 photographies disponibles en ligne. Donc le photographe de presse Walter Rutishauser, qui a travaillé plusieurs années au Palais fédéral et qui a photographié les événements de la vie politique des années 80 et 90. Mais également donc d'autres fonds d'importance historique comme les archives photographiques Rutishauser et la collection Corée, donc qui est une collection qui renferme les documents liés à la mission suisse en Corée. Et donc comme on a vu, les collections sont en partie numérisées et sont disponibles en ligne, et sinon elles peuvent être consultées sur place. Donc par exemple, la collection Corée n'est pas digitalisée, mais il est possible d'avoir une idée de nos collections patrimoniales, notamment pendant une visite guidée de la BIG, et de plonger dans son histoire et ses collections, soit 1 heure, soit une demi-heure, et vous pouvez donc avoir une idée également et voir les documents de certaines de ces collections patrimoniales. Mais vous pouvez aussi voir pendant cette visite réservée une visite de notre exposition temporaire. Donc la BIG présente à intervalles réguliers des expositions thématiques dans son bâtiment, donc ce qui permet de vous faire une idée des documents uniques conservés dans les fonds. Donc il y a une salle dédiée, une salle d'exposition à l'étage supérieur du bâtiment. Et actuellement, vous pouvez voir l'exposition qui s'appelle Au galop, les chevaux dans l'armée. Donc une exposition qui se consacre à l'histoire des chevaux dans l'armée suisse et qui est en collaboration, en coopération avec entre autres le Centre équestre national. Et vous pouvez voir cette exposition jusqu'au 28 novembre 2025. Donc voilà, j'arrive au terme de cette présentation. J'espère que j'ai pu vous offrir un aperçu ce soir de l'histoire riche de cette institution vieille de plus de 170 ans, qui trouve donc son origine dans un contexte où le pays ressentait le besoin de centraliser et de structurer ses connaissances militaires. Donc depuis sa fondation en 1848, la BMF porte l'empreinte du général Dufour, qui a reconnu l'importance de rassembler, de diffuser des connaissances militaires. Et donc, comme nous l'avons vu, la bibliothèque a su se réinventer, s'adapter aux besoins de son temps, ce qu'elle fait encore toujours aujourd'hui. Donc la BIG préserve cet héritage à travers des collections uniques liées à l'histoire militaire, tout en remplissant son rôle de bibliothèque principale de l'administration fédérale et de l'armée. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions.